effectivement, on est toujours à la quête de sources et monnaie aussi, beaucoup de sources ont disparu, dans la débâcle de 40, donc on a beaucoup de trous. Voilà. Là, on a on doit 1/4 d'heure et 20 minutes de débat. D'un petit point logistique, donc ceux qui sont installés à l'arrière, vous pouvez venir devant. Il y a certains sont arrivés, passer le micro. Oui, d'accord, je parlais pas plutôt à ceux qui parlaient de passer le micro, mais des personnalités du public. Et d'autre part, j'ai fait passer le colloque de Gaulle-Monet, je sais pas où est le livre, où est-ce qu'il s'est arrêté, ou s'il est, il est là, voilà. Dominique, bah, il faut le faire passer, voilà, pour que tout le monde le voit. C'était donc le précédent colloque, hein, de Gaulle-Monet. Et bah, on ouvre la discussion, hein, sur. Alors, il y a une intervention là d'Éric. À un moment, ils sont branchés. Et Oui, après, monsieur. on entend là? Oui, oui. Non, d'abord, je voulais souligner vraiment la grande qualité de toutes ces interventions. C'était vraiment passionnant. Bon, ça ne marche pas. Je suis pas sûr qu'il marche. Ils entendaient bien? Je parle vraiment de trêve, mais je ne sais pas. Et C'est mieux. oh là, oui, non, je voulais essayer de souligner vraiment la grande qualité et le vrai intérêt de ces communications. J'avais une observation et deux questions. L'observation, c'est vous avez fait allusion à la panthéonisation de Monet, mais il me semble bien que François Mitterrand avait songé aussi, avait proposé même la panthéonisation de Robert Schumann, mais à la moi de ses proches l'ont refusé, parce qu'évidemment, il est difficile d'être à la fois au Panthéon et canalisé. Ça paraît une première. Voilà. Donc, plus sérieusement, pourquoi, c'est une question qui s'adresse à Sylvain Sherman, pourquoi Robert Schuman a-t-il démissionné, a-t-il quitté le gouvernement Pétain très rapidement? Est-ce que c'est... alors ça, c'est une première question. Et puis la seconde, j'étais un peu étonné de ne pas entendre citer le nom de Jean Forestier, qui a quand même eu un rôle très très important au plan. Et, et étant donné le profil qu'il avait, puis ses convictions religieuses, j'étais convaincu. Est-ce que par hasard, alors là, je ne sais pas du tout, est-ce qu'il a joué un rôle, est-ce qu'il a aussi joué un rôle avec Schumann dans le... Enfin, en tout cas le nom de Forestier, bon, pas il faut oublier, parce que d'abord, c'est quelqu'un de tout à fait mignon, mais je n'ai pas rien à mot, et qui a joué un rôle formidable. Alors, il y a déjà trois questions. On va peut-être commencer par les réponses. Sylvain d'abord. Pétain. Oui, pour le départ de Schuman dit du gouvernement Pétain, en réalité, il n'a jamais figuré sur une liste. Je ne peux pas vous dire ce qu'il aurait fait s'il avait été nommé le 11 juillet dans le premier gouvernement de l'État français. Je ne le sais pas parce qu'il n'en a jamais parlé. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il est resté un jour après le vote des pleins pouvoirs, comme on dit, pour assurer euh, la fonction jusqu'à la nomination de quelqu'un d'autre. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une équipe avec Alibert et d'autres qui travaillaient contre lui et qui ne voulaient plus de Schuman dans ce gouvernement. Donc ce qui s'est passé, et notamment aussi Laval. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit probablement au maréchal Pétain que Schuman n'en a plus besoin maintenant. Et donc, Schuman a pris acte le 11 juillet. C'est d'ailleurs très bien expliqué dans les carnets Cléfer par son préfet adjoint de cabinet. Ben, ils ont découvert la liste du nouveau gouvernement. Ils ont vu que l'ancien secrétaire d'État Schuman n'y figurait pas. Et donc, Schuman, à partir de ce moment-là, on a très bien l'emploi du temps, décide d'aller rendre visite au cardinal Gerlier, qui était très proche des milieux ecclésiastiques. Il est reçu par le cardinal Gerlier et le 16 avril a fait tous ses bagages et prend la voiture direction Poitiers où il rencontre Houlvec qui était le chef de cabinet, qui est aussi un Alsacien mosellan, ancien sous-préfet, etc., et qui est à la sous-préfecture repliée de Forbach dans la zone sud. Voilà. Et donc, de là, il part après à Metz. Donc, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il a voté les pleins pouvoirs, ce que vraisemblablement
la proximité avec Pétain se faisait sur le catholicisme avec certains des milieux de Vichy, mais voilà, il n'y a pas de raison, il ne s'est jamais exprimé sur ça. Michel, tu veux dire un mot sur la panthéonisation? Oui, puis je connais ensuite Alexandro tout à l'heure. La panthéonisation, oui, vous avez tout à fait raison. J'ai pas eu le temps de le dire. François Mitterrand envisage la double panthéonisation des deux pères français de l'Europe. Le testament de Robert Schuman signale très clairement qu'il ne veut pas quitter sa demeure familiale et sa maison de Sichazel. Donc ça empêche et ça rend la panthéonisation unique de Jean Monnet. Et par ailleurs, en 1988, ça permet aussi la création de l'Institut Saint-Benoît sous l'impulsion d'un certain nombre d'anciens de l'association des Amis Jean Monnet qui vont du coup lancer la cause de la béatification de Robert Schuman. Donc les deux événements, la non-panthéonisation en 88, est concomitante de la création de l'Institut Saint-Benoît. Je peux ajouter un complément, c'est plus large que l'Institut Saint-Benoît, parce que c'est l'évêque de Metz, Monseigneur Raffin, qui porte la cause, et Monseigneur Raffin, l'évêque de Metz, est un très proche de Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, puisque les deux sont de la même formation chez les dominicains, et qu'ils se connaissent, et que Lustiger est intervenu auprès de Jean-Paul II pour que ce soit Raffin qui reçoive au départ de Monseigneur Schmitt, le prône épiscopal à Metz. Donc, c'est quelque chose avec les amis, mais c'est aussi guidé par l'Église, et notamment par tout ce qui tourne autour de Monseigneur Lustiger, qui est une personnalité influente de l'Église en France à ce moment-là, parce que c'est une réponse, je ne sais pas, c'est toi qui as utilisé l'expression, au sein laïque que vient de créer Mitterrand avec Monnet. Donc l'Église ne peut pas laisser échapper cet élément. Et d'ailleurs, à propos de sources, ça c'est un des éléments qui nous manque et dont on aura accès tardivement. Il y a le dossier de béatification de Schuman à Rome, auquel personne n'a accès. L'ouverture dépend de la seule autorité pontificale. Donc quand est-ce que l'autorité pontificale décidera d'ouvrir ce dossier? Parce que ce que je sais, c'est qu'ils ont fait un appel au public pour ramener des pièces quand le procès est parti. Et donc, ils en ont eu des pièces. Et probablement qu'il y a des lettres prisées là-dedans qui nous intéresseraient comme historiens, mais le dossier, il n'est réservé qu'à la commission. Et c'est les souverains pontifes qui décideront d'ouvrir le moment voulu pour cette pause. C'est un mot. Je vais ajouter un mot sur Forestier. Alors, bien évidemment, il a fallu aller vite par rapport à ce que j'avais dans mon communication. Il y a des tas de noms qu'on n'a pas assez cités pour le plan de ça. Il aurait fallu parler davantage de Robert Marjolin. Il y a toute l'équipe autour de Monnet. Il y a également Fourastier, il y a Gravier, il y a Jean Ripert, etc. De même que chez Schuman, il faudrait peut-être davantage insister sur le cas d'Alain Poher, qui était également au cabinet à ce moment-là. Pour répondre précisément à la question, sur Fourastier, je n'ai aucun élément par rapport à une interaction avec Schuman, malgré des parcours qui étaient tout à fait proches, du moins sur le plan idéologique. Michel a bien insisté sur les circulations qui ont lieu entre les deux équipes, parce que malgré les rapports assez conflictuels entre le plan et les finances, il est quand même étonnant de constater que des hommes de Monnet sont allés travailler pour Schuman ou pour ses ministres, et plus tard, il y a des hommes de Schuman qui sont allés travailler pour Monnet. Clapier l'a refusé, et d'ailleurs il avait déconseillé à Delouvrier d'aller à Luxembourg, ce que Delouvrier a fait. Mais en tout cas, il y a des tas de circulations. Dernière chose que je n'ai pas pu préciser parce que je n'ai pas eu le temps, on a été un peu pressé par le temps, je voudrais quand même insister un peu sur des méthodes de travail qui, au-delà de la différence des hommes, sont assez proches en 1947. Pourquoi? Il y a un problème de ressources. Il est tout à fait intéressant de constater qu'au ministère des Finances, François Bloch-Léné se lance dans un inventaire, ce qu'on avait appelé l'inventaire Schuman, pour voir quelles sont les ressources de la France. Et grosso modo, à la même période, Monnet fait la même chose au plan. C'est la méthode bien connue des balance sheets. Et d'ailleurs, il va confier à Pierre Louis la rédaction du bilan national pour voir exactement quelles sont les ressources. Mais ça, tu l'expliques parfaitement dans ton livre. Donc, je ne vais rien ajouter par rapport à ce que tu as déjà écrit. Merci. Alors, je vais peut-être prendre plusieurs questions parce que là, alors, il y avait monsieur d'abord, puis après, je ne sais pas si on a d'autres questions. Oui, bravo pour ces exposés remarquables. Mais il y a deux blancs zones d'ombre de vos points de vue.
et qui concernent Jean Monnet. La première, je sais bien qu'il passait pour un grand défendeur de la Société des Nations, mais comment un négociant de Pognac peut devenir secrétaire général de la Société des Nations comme ça, même si il suffit, à mon avis, il ne suffit pas de prôner l'intérêt de la Société des Nations. Donc, pour moi, il y a un côté un peu miraculeux, là, donc j'aimerais bien l'avoir, pour faire un peu les éclaircissements, si vous pouvez. Deuxième question. Toujours Jean Monnet, contrairement à ce que dit Trump sur le fait que l'Europe a été créée contre les États-Unis, Marshall a été un des grands instigateurs de la création, en fait, de l'Europe, parce que, et qui souhaitait absolument que j'ai une sorte de structuration de l'Europe avant de lancer le plan Marshall. Et Monnet était quand même très proche de Marshall. Quel a été son rôle là-dedans, à votre avis? Merci. Alors, est-ce qu'on va répondre à ces questions qui sont d'ailleurs aussi traitées dans la table ronde d'après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Noël, vous voulez intervenir ou non? Bon, on va déjà répondre à cela. Qui veut... Enfin, j'ai plusieurs... Ah, c'est rare. Gérard. Voilà. Voilà. Et pour réponse dans le plus, d'accord. On anticipe la table ronde d'après. En fait, c'est juste pour expliquer, c'est que Sylvain aussi, vous aviez dû être assez rapide sur la vie de Bonnet, donc c'est pour ça, parce qu'il y avait toutes les... Donc c'est bien qu'on ait ces éclaircissements, mais vas-y, Gérard. D'abord, à quelle question je dois répondre? Alors, pourquoi Bonnet est nommé à la SDN? Donc, vous faites les aspects quoi? Relation interalliée, puis les liens avec les États-Unis. C'est très simple pour cette affaire-là, puisque Monet était chargé, comme vous savez, du ravitaillement de la France et de la Grande-Bretagne, de l'Italie aussi d'ailleurs, et il semble peut-être aussi la Russie, je sais de ça. Pendant la guerre, c'est lui qui a organisé finalement le pôle de transport. Alors, pas la première guerre. Pour la Première Guerre mondiale, oui, tu as raison. Première Guerre mondiale, à la sortie de la Première Guerre mondiale, Monet, à son poste, n'a plus lieu d'être. Enfin, apparemment, on en a besoin encore. Mais s'il était à la Société des Nations, c'est parce qu'il pense véritablement que la reconstruction doit être organisée. La notion d'organisation, c'est pas un planificateur à la Staline ou à la... Mais c'est vrai que c'est l'organisation, donc il faut une intervention. Donc, Monet, en tant que personnalité au service du gouvernement français et anglais, les d'autres, paraît comme la personne adéquate pour jouer un rôle à la SDN. Il faut trouver des hauts fonctionnaires pour la SDN et il Monet tout à fait dans la ligne. C'est pour ça que ça me paraît tellement évident à cause de son engagement pendant la guerre que je vois pas d'autres... Disons, aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'à l'époque, il y avait peu de gens qui avaient une expérience internationale. Aujourd'hui, bon, et à l'époque, il y avait peu de gens qui avaient une connaissance de l'anglais, des réseaux internationaux, et donc de cette... Oui, pardon, Olivier, que tu veux rajouter. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il y avait des qualités rares à l'époque. Voilà, on va vous l'apporter. Voilà, juste pour apporter un complément à ce que vient de dire Gérard, et pour répondre directement à votre question, vous demandez comment un négociant en Cognac a pu devenir le secrétaire général adjoint de l'ESN. Effectivement. Il faut savoir aussi que l'acte fondateur, c'est en 1914, quand on veut véhiculer la bataille de la Marne, Jean Monnet, qui est tout jeune, qui a 26 ans, et Mitterrand le rappelle dans le discours qu'il a fait au Panthéon, à cette idée vraiment extraordinaire d'aller voir la position du Conseil René Viviani et lui proposer une sorte de mutualisation de les corps de guerre. Et il arrive aussi avec des arguments, puisqu'il a le soutien des puissantes sociétés de la Gentleman Company. Voilà comment il arrive, et puis bon, le reste a été développé par Gérard. Mais c'est cette initiative inouïe, on peut dire, de 1914, qui fait qu'il va être nommé, comme un accord d'ailleurs, dans les domaines. Alors, on va... Sylvain voulait... Oui, j'entends. Oui, à fond pécan. Juste un dernier complément, je vous dis, un peu quand on a cherché à recruter les responsables de la Société des Nations
dans les appareils diplomatiques classiques, on ne s'est pas bousculé pour se jeter dans cette première organisation internationale. Regardez la correspondance des grands diplomates français de 18-19. On leur dit, mais c'est quoi cette structure nouvelle dont on ne mesure pas les paramètres? C'est pareil du côté des Britanniques, parce que qui connaît Drummond? C'était le secrétaire particulier de David Lloyd George. Mais les grands du Foreign Office ne se sont pas précipités pour aller à Genève. Donc ces gens-là qui avaient coopéré entre eux se sont retrouvés, peut-être pas sans l'avoir sollicité ou fait les éléments, à la tête de cette organisation, parce que les frères Canvon, les grands diplomates français, pas eux qui s'intéressaient à Genève, au contraire, ils s'intéressaient à des postes tout à fait classiques. Il suffit de relire la correspondance des frères Canvon, puis vous le verrez, l'un conseille à son fils, ne va surtout pas à Genève, parce qu'il l'interroge, et lui dit, commence ta carrière dans un consulat général tout à fait classique, on a plus de choses à faire. Donc ces gens, et c'est une marque de fabrique de Jean Monnet, qui savent prendre des initiatives, qui savent saisir des opportunités, se retrouvent parfois aussi, sans l'avoir peut-être voulu, tout simplement parce que les appareils étatiques sont beaucoup plus frileux pour expérimenter quelque chose de neuf. Et à partir du moment où les États-Unis ne sont pas dans l'opération, eh ben vous trouvez ce profil au Royaume-Uni et en France. Les Allemands sont exclus. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez chercher là les éléments avec les Italiens qui vont dominer la première mouture de la SDN. Oui, c'est important. D'ailleurs, c'est ce que soulignait un petit peu Alessandro. Même une fois que les communautés européennes sont créées, il y a beaucoup d'hésitations, hein. Donc, c'est pour ça que Jean Monnet est nommé. Il a les compétences et en même temps, il n'y a pas forcément énormément de candidats sur un poste assez aventureux. Alors, la deuxième question sur les États-Unis, je propose qu'on y réponde. Il y aura la deuxième table ronde après et vous aurez toutes les réponses avec les interventions de Gérard Bossuat, donc de Marie-Thérèse Bitsch, qui sera lue par Sylvain Schaman, et de Génie Rafik. Tout à l'heure, on sera au cœur de l'influence américaine. Peut-être une dernière. Donc, peut-être une question, oui, rapide avant la pause. Allez-y, madame. Oui, en fait, une première question. Au regard justement du descriptif de l'histoire de Robert Schuman, parce que j'ai raté beaucoup de choses sur son histoire dès ce matin, quand je me suis pas présenté Theresa Amni, Mouvement européen de Paris. On voit un profil qui reste assez sédentaire à Metz, et en face, alors j'ai été très intéressée par la question de monsieur sur le cognacier qui prend la tête de la SDS. Eh bien, est-ce que Robert Schuman a été réticent ou au contraire a vu comme un atout le fait que Jean Monnet ait travaillé aux États-Unis, État constitué, c'est un État fédéré, et a été aussi citoyen du monde, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. Est-ce qu'il l'a vu comme un atout? Et la deuxième question, mais on pourra peut-être y répondre plus tard, est-ce que la déclaration Schuman aurait existé si Jean Monnet n'avait pas été citoyen du monde? Merci. Quelle question là. La deuxième question, ça y est. Donc, sur l'ensemble du colloque. Mais allez-y, donc, vous voulez. C'est une question. C'est vrai que c'est intéressant, Schuman et la vision des États-Unis. Je ne sais pas si ça apparaît ou. Si. Non, mais après 45, Après 45, Robert Schuman a la confiance des États-Unis. Il a un excellent rapport avec Dean Acheson. Il a un excellent rapport avec l'administration Truman, puis après avec l'administration Eisenhower. On témoigne les lettres qui sont dans la maison entre Acheson et Schuman qui vont au-delà des éléments politiques, parce que les Américains ont confiance à Schuman. Alors, certainement que cette confiance, elle est amplifiée par le fait, à partir de 1950, que Monnet est dans l'entourage. Mais même avant, il compte sur lui beaucoup plus que sur d'autres responsables politiques français, parce qu'en fait, il a cette connaissance, j'ai dit avant, intime de l'Allemagne, et comme les Américains poursuivent la réintégration de l'Allemagne dans le jeu politique à partir de 1947, cet homme qui a une connaissance intime de l'Allemagne, qui rencontre Adenauer pour la première fois en 1947, et pas dans l'entre-deux-guerres, comme certaines légendes veulent nous le faire croire. 47, la première rencontre Schuman-Adenauer. Ça, Adenauer, qui est l'homme de confiance des Américains au moment de la reconstruction de l'Allemagne avant la RFA, ça, que le courant passe, ça ne peut que plaire aux Américains. Après, Jean Monnet, là-dedans, il n'a jamais caché que l'inspirateur, je reprends le terme d'Éric Roussel et de son ouvrage, que l'inspirateur de Gaulle,
mais que l'aspirateur a été monnaie de la déclaration. Il n'y a aucun problème. Si vous trouvez un problème de jalousie politique chez Schuman, c'est rare. Donc, il le reconnaît volontiers, mais en fait, ça a fait résonance chez lui parce qu'il réfléchissait à comment régler le problème allemand. Et voilà quelqu'un qui lui amène la solution, comment régler le problème allemand. Parce qu'on a aussi des traces au Quai d'Orsay où, dans l'approche de la question allemande, on travaillait sur d'autres modèles qui n'étaient pas satisfaisants. Et ça lui semble d'un coup. Donc, comme je le disais avant, il y a une souplesse intellectuelle, une ouverture, une écoute, une attentive qui fait que. Voilà. Chez Schumann. Et après, citoyen du monde chez Monet, oui. Mais j'ai bien insisté aussi sur le fait qu'on peut être citoyen du monde par sa culture. Voilà. Donc, quand vous avez une culture encyclopédique, le monde y rentre par d'autres chemins chez vous. Alors, on va s'arrêter ici, mais bon, gardez vos questions. Vous voyez, après chaque table ronde, il y a normalement une demi-heure de débat, un petit peu moins si on est en retard. Donc, vous aurez l'occasion de poser des questions par la suite. Et donc là, on s'arrête pour un quart d'heure. Donc, merci.